À l'embouchure de la Bervrac, un fleuve côtier du Nord Finistère qui se jette dans la mer d'Iroise, Sylvain Huchette. Ouais. Je vais essayer de pas tomber à l'eau tout de suite. Biologiste et conchiliculteur. Ouais, pour le moment, ça va. Et son ami Stenmark commence une partie de pêche très expérimentale. Sten, tu fais gaffe parce que des fois, elle se décroche et tu pars avec. Hein. C'est comme ça qu'on a perdu quelques stagiaires. C'est vrai. Dans cette cage, Sylvain élève des coquillages très rares que les grands chefs s'arrachent. Allez, viens. Viens, on va regarder là. Des ormeaux. Oui, les ormeaux qui sont là ont 4 ans. Et ils arrivent à maturité pour nous, tu vois, bien charnus, et qui seront, à mon avis, servis sur des belles tables. C'est vraiment l'attitude de l'escargot. Ouais. Deux de tension. Un escargot de luxe vendu jusqu'à 100 € le kilo. Le caviar de la Bretagne, qui se cuisine traditionnellement en persillade, revenu à la poêle. Alors, il a des yeux verts, et ça, c'est un signe d'intelligence. Mais Stenmark n'est pas là pour les beaux yeux des ormeaux. Ce Finistérien est fromager affineur. Allez. Et il a une manière un peu saugrenue de faire vieillir ses fromages. Il les plonge dans la mer avec les ormeaux. En fait, il s'agit d'un bleu breton, fermier au lait cru, fabriqué dans les Côtes d'Armor du côté du Cap Fréhel. En fait, j'ai protégé le fromage avec de la cire d'abeille. Affinés à 10 mètres de profondeur, avec la pression de l'eau, ils deviendront plus crémeux. Cette idée un peu folle, en fait, elle est venue lors de l'inauguration du bateau de Sylvain. Parce que c'est vrai que quand il a inauguré ce beau bateau, là, on s'est retrouvés sur les quais à côté de son atelier. Et ils avaient sorti une cage avec des bouteilles de vin, en fait, un grand vin de Bourgogne. Et on a vu les bouteilles sortir avec les coquillages collés sur la bouteille. Et là, il y a eu un petit éclat dans la tête en se disant, mais tiens, pourquoi j'immergerais pas des fromages comme le vin Et on a commencé les expériences avec Sylvain. Voilà. On y va, on ferme. C'est le coffre-fort. C'est ça. Les fromages resteront immergés entre 4 et 8 semaines. Allez, go. Et on y va, On va me l'offrir, tu vas bouger là? Ouais, mais ça va aller, regardez. Ils n'ont pas annoncé de grosses tempêtes dans les 4 Non, puis une fois au fond, ça bougera pas. Sten espère un jour pouvoir commercialiser ce bleu atypique. Allez, salut, à bientôt. Il a déjà trouvé son nom, le bleu d'Iroise. Au bout du bout de la Bretagne, la fin des terres, le Finistère. Un nom qui évoque les côtes escarpées, les grands espaces, les landes sauvages. Mais aussi, et c'est moins connu, une terre de gastronomes où des femmes et des hommes perpétuent une cuisine ancestrale. Voilà, on mange avec les yeux d'abord. Certains la réinventent. Et on enchaîne une langoustine, une urgence. Et d'autres encore cherchent sans répit à créer des saveurs nouvelles. Une terre de 1000 richesses où des passionnés du goût et des bonnes tables doivent composer avec une autre particularité locale. La Pointe du Raz, avec ce temps-là, ça n'a pas grand intérêt parce qu'on voit rien, à part venir manger des bonnes crêpes. Artichaut, chair de tourteau, citron confit et un petit peu de pesto. Ouais, petit. Ouais. Stenmark, l'homme qui immerge ses bleus d'Iroise, a une obsession. Faire de la Bretagne une terre de fromage. Enfant, Coucou, salut les filles. il écumait déjà les marchés de la région avec ses parents. Bah ouais, ça va bien. Des crémiers fromagers. La pluie s'est arrêtée. À 23 ans, il monte sa propre affaire. Il compte aujourd'hui 10 salariés et 3 camions qui sillonnent les marchés du Finistère. Je vais travailler sur les bleus, moi les filles, c'est bon? Ouais, oui. Il y a 10 ans, les fromages bretons se comptaient sur les doigts d'une main. On a mis le logo BZH parce que c'est important de le mettre sur les étiquettes pour que les gens distinguent bien en fait, nos produits bretons des autres.
Sten peut aujourd'hui en présenter une trentaine parmi les 80 références de sa vitrine. Allez, avec nos copains corses, la Bretagne à côté de la Corse, ça c'est bon ça. Je vous fais un morceau. La Bretagne n'est pas un pays de fromage, car ici le lait a de tout temps été réservé à la fabrication du beurre. Jouer local, on a des petits bleus des Côtes d'Armor de chez nous. Alors le premier défi, c'est de faire comprendre qu'il existe de bons fromages bretons. Un bleu de l'accueil. Mais cette cliente restera sur le bleu d'Auvergne. Sten ne désarme pas. Voilà. Je vais vous servir, monsieur. Bonjour. Alors, dites-moi. Je vais vous prendre du laïeul, s'il vous plaît. L'aïeul Grand Aubrac, ok. Alors, on a aussi un produit un peu dans l'équivalent, mais fabriqué en Bretagne. Est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle? On est sur la pilette. La pilette, c'est une pâte pressée à cailler broyée comme le laïeul. Ouais. Est-ce que ça vous intéresserait de goûter? Ouais. Je vous mets quand même un morceau de laïeul. On met les deux? Allez, on y va. Un long travail d'éducation qui commence à payer. Déjà. Et là, on est à 35,12 €, s'il vous plaît. On a quand même pas mal de fromages. Et la Bretagne, on se rend compte qu'il y en a quand même pas mal et qui, franchement, valent le coup, quoi. Et ça fait du bien de découvrir tout ça, en fait. Ces pépites bretonnes, Stenmark a contribué à les faire naître. Ces caves d'affinage près de Brest sont un peu sa nurserie. C'est là qu'il cherche à sublimer le travail d'une douzaine de producteurs locaux. Ce jour-là, il vient bichonner sa fameuse pilette, le Cantal breton produit dans les Côtes d'Armor. Ici, je suis en train d'éliminer en fait le champignon qui pousse en surface, qui nous fait une petite couverture blanche, de façon à éviter qu'il se développe trop. Donc là, on est sur, je dirais presque des prototypes, parce qu'il n'existe pas depuis longtemps. C'est la seule pâte pressée à cailler broyée que l'on trouve en Bretagne. Ces bébés, il apprend encore à les connaître. Chaque semaine, il les caresse, il les écoute, il les sent, pour étudier leur vieillissement. En fait, avec chaque fromage, on joue un petit peu. L'idée, c'est de voir jusqu'où on peut pousser l'affinage et quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour ne pas aller trop loin et passer du côté obscur de la force et avoir des mauvais goûts. Ça peut être de l'amertume, ça peut être... Il y a plein de goûts bizarres qui peuvent se produire dans le fromage. On est sur un produit vivant. Ici, par exemple, j'ai des fromages assez jeunes. Et globalement, j'ai le même fromage, mais qui, lui, a 6 mois de plus. Sten rêve de voir un jour ces fromages trôner sur les plateaux partout en France. Alors, en plus des marchés pour faire connaître ses fromages, il a ouvert un espace dégustation de 150 mètres carrés juste à côté de ses caves. Un investissement de près d'1 million d'euros pour cet établissement qu'il a ouvert il y a 2 ans. Alors là, du coup, tu es en train de bosser sur le maquis. Ouais, de ce qu'on avait parlé un petit peu là, le maquis chèvre frais aux algues là. En cuisine, Johan Kenedek. Sten l'a débauché d'un restaurant étoilé. Car pour faire aimer ses fromages, l'affineur veut surprendre. Et là, on est sur un petit pesto de laitue pour agrémenter un petit peu notre plat et on peut servir. Ouais, c'est joli, c'est beau. Ouais. Je vais les goûter nature d'abord. Ouais, c'est très bon. Ouais, c'est vraiment excellent. Mais en fait, c'est vrai que les essais qu'on avait déjà faits marchaient bien, mais là... Ouais. Le vrai maquis breton. Comment? Le vrai maquis breton. Le vrai maquis breton. Le braise mac. Le braise maquis. Allez. Voilà. Non, bien, bien, bien. Le braise maquis de fromage breton est servi le jour même en salle. Sympa. Bon appétit. Tiens, moi, je prends la moitié. C'est la première fois que je goûte ça et c'est vrai que c'est très intéressant. Au niveau texture, au niveau goût, c'est vrai que c'est... Ça reste en bouche, Ouais. c'est sympa. C'est salé, mais ce qu'il faut. Ouais, mais c'est pas trop. Non. Sur cette planche dégustation à 18 €, il y a aussi des nems à la tome bretonne. Dis donc, ça... Des combinaisons osées jusqu'au dessert, sucré-salé. Donc le cœur coulant chocolat dans lequel on va trouver une Castelneve bio. Un fromage de type Neuchâtel a été placé au centre du fondant. Je crois que c'est... Non, mais c'est toi qui donnes... Ça coule. Oh là là. Rien que d'aspect, ça coule de partout. Le fromage est excellent. Et c'est petit, quoi, c'est vrai que ça se mange vite.
Sten veut marquer les esprits pour que ses clients se souviennent qu'il existe des fromages bretons. Mais il sait aussi que ces produits doivent être hors normes s'ils veulent se faire un nom. Et pour cela, il a besoin d'une cave d'exception, à l'image de celle du Roquefort ou du Comté. Après 20 ans à la chercher, il pense l'avoir enfin trouvée. Ah, bonne pioche. C'est un peu Fort Boyard. C'est un peu Fort Boyard. C'est le passe-partout du fort de Pinfeld. Le fort de Pinfeld, un fort de type Vauban édifié au XVIIIe siècle. Ah, c'est vraiment magique. Il protégeait Brest des assaillants. Sten est actuellement en discussion avec la mairie de Guillers, à qui appartient le fort, afin d'obtenir un permis d'exploitation. Donc là, on a des tunnels voûtés. On va dire quasiment c'est idéal pour la circulation de l'air. La saveur du fromage est toujours façonnée par le lieu où il est affiné. Voilà notre jolie salle, en fait, où on a suffisamment de hauteur, une belle largeur. De toute façon, je suis assez confiant sur le résultat parce qu'on sait très bien que ça marche, parce que dans d'autres régions, ils le pratiquent. Et donc, tu vois, un des rêves que j'ai, c'est de pouvoir avoir des étagères de chaque côté de ce tunnel-là et de pouvoir y avoir plein de fromages. En tout cas, je souhaite vraiment que ça se réalise parce que c'est chaud, quand même. C'est un projet qui vous tient à cœur. Ah bah oui, ouais. Tu sais, quand t'es né là-dedans et que derrière, tu peux réaliser des rêves, des gros projets comme ça, ouais, ça... Désolé. Le fort de Pinfeld donnera peut-être un jour naissance au premier fromage d'appellation d'origine contrôlée de Bretagne. La quête de reconnaissance, c'est un moteur pour beaucoup de gastronomes bretons. Même quand la réputation de leurs produits semble déjà faite. À l'heure où Douarnenez est encore assoupi, la journée de Thierry Lucas démarre sur les chapeaux de roue. Pendant la saison d'été, ce boulanger de 55 ans doit livrer chaque jour une trentaine d'établissements de la ville. On lui a confié tous les codes des hôtels. Bonjour, ça va? Ouais. Dans la ville, il fait un peu partie des murs. Vous connaissez tout le monde ici? Oui, ça fait quand même 55 ans que j'habite à Douarnenez, ouais. Je connais pas mal de monde. Ouais. Voilà, donc là on arrive au vieux port. C'est le vieux port d'Année où toutes les petites chaloupes à la sardine étaient amarrées ici avant. Ouais, ici on a la fameuse calderaie où tous les enfants de Douarnenez apprennent à nager. Moi j'ai appris à nager quand j'avais 7 ou 8 ans aussi et ça continue, la tradition perdure. Ouais. C'est marrant ça. Ouais. Thierry est le garant d'une autre tradition de la ville qu'il défend contre vents et marées. Une spécialité culinaire née ici. Elle déplace les foules dans sa boulangerie. Non, on va cuire 12 agneaux, 12 petits, 10 moyens, 4 grands. On a dû recevoir 120 kg de beurre ce matin. C'est la bombe calorique de la Bretagne, le kouign-amann. De la pâte à pain, beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Le kouign-amann, bon, c'est pas si gras que ça. Quoi. Et dans la pâte à pain, vous avez quasiment 80% d'eau. Donc, c'est presque un gâteau de régime, on va dire. Presque. Thierry Lucas en fabrique toute la journée, plus de 700 par semaine, depuis qu'il a repris la boulangerie de ses parents il y a 30 ans. Et c'est toujours la même recette. Ça, c'était le rouleau de mon père. Quand il faisait ses kouign-amann, je gardais. Quoi. Et c'est le mien ici, personne n'y touche. Chacun a son rouleau pour faire le kouign-amann. Ouais. Un cuisinier qui a ses couteaux, quoi. Voilà. Nous, c'est pareil. Comme tous les enfants de boulanger, voilà, quand on est petit, on vient toujours regarder qu'est-ce qu'ils font les parents. J'ai appris à faire des kouign-amann, oui, c'est ça, quand j'avais 8-10 ans à peu près.
Bon, ce qui me plaisait, c'est peut-être l'odeur du cuit d'amande qui, quand ça sortait du four, j'ai des souvenirs de ça impérissables. Ouais. On va compter une petite demi-heure. Ouais. Le kouign-amann doit être à la fois moelleux et caramélisé. Alors Thierry Lucas ajoute une dernière touche personnelle, un peu de sucre en sirop. Ouais, un petit peu, pas beaucoup là, c'est juste... il y a la différence entre un train avec et sans... Voilà. C'est quand même plus sympa avec un peu de sirop. On mange avec les yeux d'abord. Ces kouign-amann ont à peine eu le temps de refroidir qu'ils ont déjà trouvé preneur. Là, on va pouvoir faire un paquet. J'ai emballé les 6 de 8, là, sont prêts à... C'est un des rares gâteaux qu'on peut envoyer par la poste. Sylvie, la femme de Thierry, s'occupe chaque matin d'expédier les commandes. Les enveloppes à kouign-amann. Voilà, les cartons d'expédition. L'avantage du Queen, c'est que ça voyage très bien. C'est pas un gâteau fragile du tout. C'est pas un gâteau qui s'abîme non plus parce que les ingrédients sont simples et ne s'abîment pas facilement. Donc ça voyage très bien. Alors ici, on a une carte qu'on a commencé à gratter. Une carte qui montre tous les pays où on a expédié du kouign-amann. Au Canada, États-Unis, au Chili, au Pérou, en Australie. Les gâteaux ont même volé jusqu'à Ushuaia, à la pointe sud de l'Argentine. Je trouve ça marrant, je trouve ça rigolo. Que ça voyage si loin, que les gens soient nostalgiques comme ça pour un gâteau. Je trouve ça drôle. C'est un peu comme les Bretons, le kouign-amann, alors? Il y en a partout, voilà, exactement. On les trouve partout dans le monde. Sylvie, elle, ne mange que très rarement du kouign-amann. Elle préfère le salé. Quand elle s'est mariée avec Thierry il y a 33 ans, la pâtisserie n'était pas vraiment sa vocation. J'étais étudiante et je voulais être prof d'économie. C'est-à-dire qu'à l'époque, je voulais le boulanger. Je veux toujours, hein. Je voulais le boulanger et il y avait la boulangerie avec. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. 2 kouign-amann. Oui. Pour combien de personnes? Pour 6. Alors, ils sont un peu cuits, là, vous voulez? Tant mieux. Bon, très bien. Chaque année, la boulangerie écoule environ 50 000 kouign-amann, de 12 à 18 € en fonction de la taille. Ça va à Brest, c'est ça? Ouais, ça va. Ouais. C'est 40% de son chiffre d'affaires. Merci. Allez, au revoir. Monsieur, dame, bonjour. Il fait la prospérité Un kouign-amann, 4 personnes. et la notoriété de la boulangerie Lucas. J'ai déjà goûté au mois de septembre dernier. Parce que à Saint-Paul-de-Léon. Saint-Paul de Léon, il faut des artichauts, il faut du chou-fleur, mais il ne faut pas du kouign-amann. Pour les Lucas, l'authentique kouign-amann Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. ne peut venir que de Douarnenez. Les autres ne sont que de pâles copies. Thierry est même membre depuis 20 ans d'une association de défense du kouign-amann. Alors ça, c'est tous les articles de journaux que j'ai gardés depuis le début de notre association. Là, on nous voit quand on était au Sénat, à l'Élysée. Voilà, on était à l'Élysée pour une garden party. Avec d'autres boulangers de la ville, il a fait du lobbying auprès des hommes politiques pour obtenir un label. Une indication d'origine contrôlée comme la tome de Savoie ou la brioche de Vendée. Le kouign-amann de Douarnenez. Le but de notre association, c'était de revendiquer haut et fort que le kouign-amann, c'est de Douarnenez et que c'est un gâteau fait à base de pâte à pain, de beurre et de sucre, et c'est tout. C'est pas du gâteau c'est pas du kouign-amann dans lequel on rajoute des pommes, du chocolat, de la tomate, des confitures et je ne sais quoi encore. Alors, voilà, moi, ça m'énerve un peu. Voilà. Thierry et les autres boulangers de Douarnenez n'ont pas obtenu leur label. Mais ils ont gagné une petite bataille grâce aux recherches d'historiens. Voilà, là on se trouve devant l'ancienne boulangerie où est né le kouign-amann. À l'époque, c'était la boulangerie de monsieur et madame Crozon. Aujourd'hui, c'est un magasin de souvenirs. Voilà. Et sur le mur de cette maison, on y a posé, ça fait 3 ans de ça, 3-4 ans, une plaque pour immortaliser l'événement. Sur la photo, on aperçoit donc monsieur Crozon, là, peut-être le boulanger, avec encore les fagots de bois à côté de lui. Voilà. Il faut le protéger, histoire de ne pas court-circuiter le gâteau avec un éventuel industriel qui voudrait se l'approprier. Malgré 2 décennies de combats vains,
Thierry n'a pas perdu espoir d'obtenir un label pour son Kouign-Amann de Douarnenez. À 1 heure de là, un couple d'éleveurs, lui, veut restaurer l'image d'un produit décrié, le cochon, symbole de l'élevage intensif en Bretagne. Les gros. Au menu, des bêtes de Guillaume, des fraises de Plougastel récupérées parmi les invendus d'un cultivateur du coin. Vous avez l'air content là, hein? Ah ouais, si. Ils aiment les fraises? Tout. Ils sont pas difficiles, hein. Et ils font plaisir à voir parce qu'eux, au moins, ils ont de l'appétit. Heureusement qu'ils sont pas difficiles avec des fraises, quoi. Non. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Et ça, c'est pour les vitamines, c'est sympa. Mais le gros aussi, c'est que... Donc, la base de l'alimentation, c'est les céréales et le lait. Mais intrinsèquement, ici, ils peuvent trouver champignons, tubercules, en fouillant. Salut les gros! Guillaume et Séverine Roland veulent redonner ces lettres de noblesse au port breton. Les petites bêtes, 100 kilos pour les plus grosses, gambadent à leur guise dans des sous-bois. Ils sont là, juste là à gauche. Ils n'en sortent que pour le déjeuner. Le reste du temps, 20 hectares de terrain de jeu s'offrent à eux. C'est la piscine. C'est la piscine? Ouais. C'est le spa. Leur vie est courte, 6 mois, mais plutôt joyeuse. Nous, on leur offre quand même une vie sympa. Voilà, ils ont de quoi manger, quoi s'épanouir. Et puis oui, après, c'est pour les manger. Mais ils savent pas. Jusqu'au bout. Ils sont pas au courant. Mais on même leur en même dit temps, pas, faut pas leur dire. En même temps, nous, on va mourir aussi. Mais ils sont trop mignons. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir une belle vie. Ces deux éleveurs ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre pendant leurs études en BTS agricole. Je vais descendre voir. Ils travaillent 10 années dans des élevages intensifs. Elles sont dans le fond. Quand en 2008, écœurés, ils plaquent tout et commencent un élevage avec seulement 4 cochons. Voilà. Pénélope, la Sheila et sa sœur, la marron, Puce, Hortense et Noémie. Ils en ont aujourd'hui 130 et vendent leur viande à travers toute la Bretagne. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est plus le cochon de la ferme de Kerville-Havel, c'est plus le cochon de Guillaume et Séverine, j'ai même entendu le cochon de Plougastel. Donc quand même, c'est une belle reconnaissance. Chaque jour, Guillaume livre lui-même ses clients à travers le Finistère. Il tient à cette relation directe entre le producteur et le consommateur. Quand on voit les anciens qui me disent, on dirait le boudin de ma maman, c'est gratifiant, quoi. C'est tellement gratifiant que c'est arrivé aux oreilles d'une grande surface de ma région et qui voulait travailler avec moi, plutôt crever qu'il ait un bout de cochon, quoi. Ceux-là, ils ont tout tué, l'épicerie fine, l'agriculture, ils s'attaquent à tout, les banques, le voyage, la pharmacie. C'est des enfoirés. J'ai le droit de dire ça? Sur ce parking, pas de supermarché, mais un restaurant doublement étoilé par le guide Michelin. Bonjour. Son client est Olivier Belin. Bonjour chef, ça va? Un célèbre chef breton. Hey, je te fais la bise, mais je devrais pas. Voilà, le boudin de Séverine. Hop, des filets mignons. Le chef a goûté les produits de Guillaume il y a 6 ans. Une révélation. Ah, il y a des oignons et... Rose de Roscoff, voilà, s'il vous plaît. oignons de rose de Roscoff, et ça se mange cru comme ça. C'est magique, un petit peu plus grossière. Une reconnaissance pour le cochon de Plougastel mise à l'honneur sur l'une des meilleures tables de Bretagne. Je m'y attendais pas. C'est au hasard des discussions, en rebondissant, et puis rencontre avec Olivier Belin. Puis il y a Olivier qui goûte ça, c'est le top. Puis moi, je suis resté un peu con. À l'époque, je lui ai dit, c'est une œuvre d'art. Il m'a dit, tu parles bizarrement. Mais ouais, c'est une œuvre d'art. Quand tu vois ces animaux allongés, le poil des petits, c'est fabuleux. Donc, on va au-delà, il y a un respect. Alors, il est précurseur. Il est précurseur. Mais si demain, on ne va pas dans ce sens-là, on est mort. Bon courage à toi.
Rentre bien. Ouais, bah ouais. Attention sur la route. Olivier Belin est devenu l'ambassadeur de la bonne bouffe bretonne. Merci beaucoup. C'est moi, à l'approche. Un découvreur de talent. À Plomodierne, petite ville de 2000 habitants à l'entrée de la presqu'île de Crozon, ce chef breton a réussi à transformer son auberge des Glaziques, un simple relais ouvrier, en relais et châteaux. Il y aura 2 colins plus cuits à la marche. Et on enchaîne une langoustine en urgence. Aujourd'hui, Olivier Belin, 49 ans, vise le Graal, la 3e étoile. Oui, parfait. Les herbes, les finitions, les jeunes. Avec sa brigade de 10 cuisiniers, il revendique une gastronomie typiquement bretonne. En urgence, rapido là, un aller-retour, pas plus. Des compositions de produits tripiers mariés à des produits de la mer. C'est de l'agneau avec des bigorneaux? Agneau bigorneau. Voilà, pâte d'anchois qui va un petit peu rehausser le plat. Un tartare cru avec le filet mignon. Et juste l'agneau des Monts d'Arrée avec donc une purée d'artichaut et l'artichaut roulé à la graisse salée. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la Bretagne. Et là, on finit avec un jus. Donc on a bigorneau, on a anchois et on a les feuilles d'huître. Attention, allons-y. Prenez 2 cloches, mademoiselle, s'il vous plaît. Il y a aussi le mélange entre ce filet de turbo Ceci encore à l'intérieur. et des chips d'andouille. Chips d'andouille. Un petit peu d'andouille. On y va là, quelqu'un pour accueillir? Ou cette recette de langoustine au crémeux de boudin noir. Petit drapé de citron pour la fraîcheur. Ou encore ce homard surmonté d'un voile de tête de cochon. Voilà. Premier homard derrière, on a entendu là. Une cuisine inspirée de l'enfance d'Olivier Belin sur cette pointe du Finistère. Dans mon chef, c'est super parfait. Un truc qu'elle aimait bien me faire ma maman, c'était les tagliatelles Saint-Jacques avec saucisson. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'adorais ça. Voilà. C'est vrai que j'ai décidé de travailler là-dessus. Donc c'est la rencontre de la mer, de cette terre qui se jette dans la mer. Voilà. Donc d'où est né le langoustine sans boudin noir, crémeux de boudin noir, le homard voile de tête de cochon. Je suis un bout de terre qui se jette dans la mer. Voilà, donc on le retrouve dans mon assiette comme ça. Entre 65 et 230 € le menu pour découvrir ces curieuses combinaisons. Alors ici, poisson bleu à la flamme, donc la sardine accompagnée d'une vinaigrette à la sardine tomate boucanée. Merci. L'été, son restaurant fait le plein. Souhaitez-vous que je fasse l'addition de tableau, madame? C'est fait, tu peux y aller. T'as un plateau? Oui. En coulisses, c'est la mère d'Olivier Belin, Marie-Noël, 76 ans, qui tient les comptes. Elle ne s'est toujours pas mise à l'ordinateur. Hop. C'est une machine qui n'était pas de ma génération, que je suis obligée de... Comment dirais-je? De dompter? De dompter, tout à fait le mot qu'il fallait. La mère et le fils travaillent ensemble depuis 22 ans. On a des clients qui viennent régulièrement et bon, des fois, je ne me présente pas à la réception et je les entends. Est-ce que la mère est encore là? Est-ce que la maman est toujours là? Donc alors à ce moment-là, je vais les saluer parce que ce sont des clients de longue date et comme le client aime bien être reconnu quand même. Merci monsieur. Merci. Et madame. Marie-Noël et son fils, c'est comme un vieux couple, à la ville comme à la campagne. Merci. Merci de votre visite. Merci, au revoir. Au revoir madame. Ils vivent toujours ensemble dans la même maison, à 500 mètres de l'auberge. Là, je t'ai trouvé un petit truc. En attendant, Ouais. touche pas, ça te rappelle quelque chose? Ah, tout à fait. Le père est absent ce jour-là. Ah, ça date, hein. Les Glaziques, c'est une maison de famille depuis 4 générations. Au début du siècle, la mère de Marie-Noël y servait déjà la soupe aux gens de passage. Et donc, il y avait des anneaux tout le long et on attachait les chevaux tout le long. Dans les années 60, Marie-Noël décide d'en faire un restaurant ouvrier. Voilà, on rentrait là, il y avait le bar, et puis après, il y avait les tables pour l'ouvrier. Alors, le menu ouvrier, il y avait tous les jours, sauf l'été, un potage. Ensuite, il y avait une deuxième entrée chaude, coquille Saint-Jacques, langue de bœuf. Et après, il y avait rôti, ou bien steak, enfin une viande avec des frites, ou des pommes vapeur. Et ensuite, c'était dessert, il n'y avait pas de fromage. Café, et tout ça pour
5 francs 50. 1 euro le repas, tout compris. Enfant gourmand, Olivier grandit au milieu des fourneaux et décide de devenir à son tour cuisinier. Il fait ses gammes chez les grands chefs comme Joël Robuchon. Puis finit par rentrer au Bercail à 27 ans. Il convainc ses parents de transformer l'auberge en restaurant gastronomique. Il voulait ça, il voulait ça, il voulait ça. C'était des sommes astronomiques, donc moi j'ai freiné des 4 fers. Et puis, bah, je sais que je lui faisais pas plaisir en ne lui donnant pas ce qu'il souhaitait. Bah nous, on va dire, nous on s'engueule et puis après on se réconcilie. On s'engueule, c'est toi qui... Ah, c'est moi, c'est toujours moi. C'est lui qui est très, très fort dans ses propos. Mais comme je suis sa mère, je passe sur plein de choses. Vous avez des... Malgré les travaux, Olivier peine à attirer la clientèle. Une cuisine délicate qui épouse... Jusqu'à la visite d'un critique parisien qui le consacre le petit roi du bout du monde. C'est le début du succès. Olivier décroche sa première étoile en 2005, la deuxième en 2010 et il vise aujourd'hui la 3e. C'est vrai que voilà, on sait que le chemin il est très long et que aujourd'hui pour faire déplacer les gens du monde chez vous, il faut vraiment écrire une cuisine d'une pureté et avec une identité très forte. Donc ouais, je travaille pour ça. Mais après voilà, j'ai 49 ans, c'est le début de la vie ça. C'est ce que je dis tout le temps. 49 ans, t'as encore 40 ans de travail. Alors on va peut-être réussir. Je l'espère pour toi. Pour faire évoluer sa cuisine, Olivier Belin continue à chercher l'inspiration sur ses terres finistériennes. Bon, là, on va aller à un coin qui m'est très cher, c'est Timarc. C'est une sorte d'espèce de petite crique où je venais avec mes copains. Parce que normalement, il y a quelques herbes qui ont dû apparaître, des herbes marines. On va aller voir si elles sont arrivées. Le grand chef voudrait introduire de plus en plus d'algues dans ses recettes. Alors tu vois, ça, c'est des spaghettis. Et ça se mange. Pareil, voilà. Ça, on pourrait faire une tombée, blanchie 10 secondes. Et avec un petit beurre de sarrasin, ça te fait des spaghettis de mer. Et ça peut se manger cru aussi. Et plus c'est petit, plus tu peux le manger cru. Ça, c'est de la laitue de mer. Tu vois, c'est translucide. On peut envaler du poisson, on peut envelopper des légumes, on peut faire un tartare aussi. Voilà, on a le produit sous la main, on a les techniques, à toi t'adapter. Sur la crique de son enfance, il y a aussi cette plante qui pousse sur les côtes rocheuses de l'Atlantique. Les cristes marines, appelées aussi céleri marin. Il faut trouver les jeunes pousses. Tu vois, ça, c'est super bon. Ah, ça, c'est un petit goût d'orange. C'est un petit peu iodé, parce qu'en fait, quand la marée remonte, il y a ce côté iodé, bien sûr. Et puis surtout, c'est un petit goût d'orange, de carotte, voire citron. Après, chacun le ressent comme il veut. Quand on va ponctuer nos plats, bah nous, au lieu d'aller mettre des herbes des montagnes, ce genre de choses, on va mettre ça. Et là, on est complètement dans notre univers. Et c'est ça qu'il faut trouver. Alors, moi, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps, parce que je pense qu'on s'améliore au fil des années. Et je pense que ma cuisine, comme ce que j'essaye de raconter depuis 20 ans à l'auberge, commence à arriver dans une grande maturité. Et j'ai eu plusieurs époques, j'ai eu plusieurs étapes. Et je suis en train de comprendre pourquoi je fais ça et pourquoi je l'écris ici. Si Olivier Belin veut atteindre les sommets de la haute gastronomie bretonne, un autre, plus à l'ouest encore, vient de prendre tous les risques pour donner un coup de jeune à l'un des plus vieux symboles bretons. Sur la pointe du Raz, le dernier bout d'Europe continentale avant l'Amérique, un homme s'est mis en tête de remplir un restaurant grâce à des crêpes haute couture au prix du prêt-à-emporter. Stéphane Pichon, 34 ans, vient tout juste d'ouvrir cette crêperie il y a à peine 10 jours. Moi, c'est un rêve de gosse, ouvrir mon restaurant, donc là, ça y est, c'est enfin... j'ai réussi à mettre mon projet à terme, et forcément, oui, c'est une grosse passion. Pour sa première affaire, Stéphane a repris l'Armen, un restaurant de 130 couverts. Il y a mis toutes ses économies et contracté un emprunt de 430 000 €. Les banques avaient une bonne raison de lui faire confiance. Donc ça, c'est le prix que j'ai eu au mois de janvier, dont je suis très fier. Le prix 2020 de la meilleure crêpe de France, et donc du monde.
Il a battu les meilleurs de la discipline grâce à cette galette composée de légumes de saison et de fleurs. Le tout sur une pâte dont il veut garder la recette secrète. Bon. Crêpes, on a la froment à faire. Ouais. Il nous a d'ailleurs demandé de flouter les dosages sur ce bout de papier. Ouvre plus grand, parce que plus on la travaille, plus elle va être élastique la pâte. Pour cette aventure, il a embauché 3 crêpières, un cuisinier, et il a demandé à Marilyn, sa femme, assistante maternelle, d'arrêter de travailler pour l'aider en cuisine. La femme du patron fait la plonge, c'est... Ah, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, non. Ouais, il faut tout faire. J'ai fait un peu de salle aussi. Ouais, faut toucher à tout. Dans ce métier-là, surtout en tant que patron. Ouais. Après, tu pourras me faire une large, chorizo, chèvre, tome, œuf, miroir. Et depuis 3 jours, Marilyn s'essaye à la cuisson des crêpes sur ses plaques chauffantes traditionnelles, les biliques. C'est le confit de sardine, hein. Dès que le plus dur, c'est de retourner la crêpe. Oui. Après qu'on a le coup de main, ça va. Raté. Stéphane n'est jamais bien loin pour la rassurer. C'est un peu chaud, c'est une première. Puis le coup de main est pris. Le pari de ces crêpiers, c'est de proposer des galettes originales uniquement composées de produits frais. Épinards compotés d'oignons et un peu de beurre. Toujours du beurre. Toujours du beurre. Au prix d'une crêpe ordinaire. On a blé noir. Là, c'est des pommes granny, du confit de sardine et après un petit peu de salade pour décorer. Voici la galette Pen Sardine, vendue à 6,70 €. C'est quoi ça? C'est la bestrée. C'est artichaut, chair de tourteau, pesto et zeste de citron. Voilà. Toutes ces recettes sont des inventions de Stéphane. La plus chère est à moins de 9 €. J'avais une Pen Sardine. Et ça fait toujours son petit effet. Pestré, du coup. Oui, c'est ça. Très bien. Ouais, petit. On arrive de Bordeaux et on n'est pas habitué à manger ce genre de... Voilà, donc c'est excellent. Oui. Comme beaucoup, ses clients ne sont pas venus par hasard. Ah non, non. Tu n'as pas l'impression de manger des sardines. On a vu que c'était un des meilleurs, ça nous a attiré un petit peu. Ouais. Ce midi, la salle est quasiment pleine. Une 60aine de couverts en tout. Juste de quoi payer les charges du restaurant. En revanche, la terrasse est déserte. 50 couverts de perdus. Bon, bah, c'est pas beau, hein. Même si en Bretagne, le mauvais temps, c'est aussi la certitude d'avoir du soleil après, cela ne fait pas vraiment les affaires de Stéphane qui compte beaucoup sur les touristes. La Pointe du Raz, avec ce temps-là, ça n'a pas grand intérêt parce qu'on voit rien. Non, mais à partir de lundi, il fait beau, là. C'est bon, ça y est, c'est parti, là. Petite consolation, la météo lui permet de faire enfin une pause. Pour donner toutes ses chances à son restaurant, Stéphane est ouvert 7 jours sur 7. Et jusqu'à présent, il n'était rentré chez lui que pour dormir. Coucou, t'es ma chérie. Il retrouve ses enfants. Léa, 11 ans. Cédric, 9 ans. Et la petite dernière, Olivia, 6 mois. Ils voient pas souvent leur papa en pleine journée comme ça. Bah, c'est la première fois depuis l'ouverture que je prends une petite coupure un après-midi. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je les avais pas vus depuis. Quand je pars, ils dorment. Quand je rentre, ils dorment. Ben oui, un petit bébé. Depuis l'ouverture de leur restaurant il y a 10 jours, Je prends la miss. le quotidien du couple a basculé. Dans leur vie d'avant, Stéphane gagnait 2500 € par mois en tant que chef et Marilyn, assistante maternelle, 1400 €. Aujourd'hui, pas de salaire. Leur maison est prêtée par le frère de Stéphane. Une aventure sans filet et avec un peu d'angoisse. Est-ce qu'il faudrait pas mieux, parfois, être prof de cuisine ou bosser en cuisine centrale
Et puis, voilà, faire son petit salaire tranquille, et puis t'as 17h à la maison. Voilà. Après, malheureusement, c'est quelque chose que moi, je contrôle pas, c'est que je suis ambitieux. Donc, voilà, moi, j'aime le travail. Et puis, voilà, je suis passionné, donc... S'il n'est pas heureux dans son métier, automatiquement, la vie familiale aussi, ça va en pâtir aussi. Donc, non. Non, je suis contente pour nous, pour lui. Ah ouais. Pour se différencier des 1600 crêperies bretonnes, Stéphane invente une recette chaque jour. Cet après-midi, il a rendez-vous sur le port d'Audierne avec un ami d'enfance, un marin pêcheur. Y'a du monde? Ça va, Stéphane? Tu vas bien? Ouais, ça va. Bon. Voilà, j'étais homard. T'as du homard? On va prendre 3 pièces. Ouais, choisis lesquelles tu veux. Bon, écoute, mets-moi les 3 de devant, là. Ouais, ils sont beaux, là. Pour que sa crêpe du jour reste à un tarif abordable, Stéphane va avoir besoin d'un prix d'amis. T'es accompagné? 5 kg. Impeccable. C'est bon pour toi? Ouais. Il y a combien le... Je l'ai fait à 15. Ok. 15 € le kilo. Super. Ouais, génial. Merci beaucoup. Moitié moins cher que chez un grossiste. C'est l'avantage d'avoir des copains pêcheurs. Ah ouais, c'est ça. Direct au restaurant. Pour mettre du homard à sa carte, Stéphane va devoir calculer les portions dans chaque crêpe, au gramme près. La cuisson est belle, là. Ouais, 30 à 35 grammes. Je pense qu'on sera... Pas mal? Ouais, ce sera pas mal. Je vais aller à la limite de ma marge. Et parce que si on fait une crêpe au homard, il faut mettre du homard. Hein, donc, sinon, les gens ils vont faire des remarques. Avec un homard, Stéphane va pouvoir faire une quinzaine de crêpes vendues chacune, 8,50 €. Il n'y a pas de secret. Hein, le secret de la réussite, c'est de savoir compter hein, également. Hein. C'est pas que être bon cuisinier. Voilà, faut savoir compter, c'est essentiel. Voilà. Sinon, on va droit dans le mur. Les homards sont snackés. Après, faut pas trop le cuire parce que sinon, il va devenir caoutchouteux. D'accord? Puis déposés sur une galette et accompagnés d'un coulis de betterave et d'une chantilly à l'huître et au cidre. La recette doit ensuite passer l'épreuve de la dégustation avec Marilyn. Alors? Très bon. Ouais. Elle est difficile, donc c'est ma première testeuse. Quand elle aime... elle le dit quand elle aime pas. Ce soir-là, le restaurateur écoulera 6 crêpes au homard. Pour payer ses employés, ses charges, son emprunt, il doit réaliser chaque mois 30 000 € de chiffre d'affaires. Après 10 jours d'ouverture, l'horizon de Stéphane se dégage. Dès le premier mois d'activité, il a atteint ses premiers objectifs. Il était une fois dans le sud-ouest. Un plat au centre d'une guerre de clochers. Le cassoulet. Depuis des siècles, 3 villes en revendiquent la meilleure recette. Carcassonne et son concassé de tomates. Le meilleur cassoulet du monde, il est à Carcassonne. Toulouse et sa célèbre saucisse de porc. Ah non, le meilleur cassoulet, c'est Toulouse. Et Castelnaudary et ses précieux haricots lingots. Le meilleur cassoulet, c'est pas compliqué, c'est celui de Castelnaudary. Alors pour les départager, tous les ans, les plus grands experts mondiaux du faillot et de la saucisse organisent une compétition. Là, il y a du haricot. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. On l'appelle le championnat du monde du cassoulet. Même si les 5 concurrents ne viennent ni du Japon ni des États-Unis, mais seulement de Toulouse et de ses environs. Le prix du jury cette année, et je sais que quelque part c'est une déclaration de guerre. Une guerre pour rire, mais un concours pris très au sérieux.
2 jours avant le mondial, nous retrouvons un des grands favoris dans son restaurant de Castelnaudary. Ici, on a les mains dans le cassoulet depuis 1922. Jean-Baptiste Marty, 27 ans, a repris le restaurant familial il y a tout juste un an. Messieurs, dames, bonjour, vous allez bien? En forme? Allez-y, installez-vous, messieurs, dames. Voilà. Il sert du cassoulet 6 jours sur 7, entre 80 et 100 portions par jour. Est-ce que vous avez choisi 4 cassoulets, 5 cassoulets de plus? 1, 3, 4, 5. Le cassoulet, sur un samedi, ça va représenter 70% de la carte. Ouais. Allez, on vous amène ça, ça marche. Autour de la table, 13 amis de Toulouse et de Carcassonne qui viennent tous les ans pour déguster le cassoulet de Jean-Baptiste. Bon appétit tout le monde. Il n'y a pas mieux en fait. Il est à point, il est bien relevé. Oui, je le fais souvent à la maison. Je l'ai fait, oui. Alors, d'ailleurs, regardez le mari. Il aime le cassoulet, hein? Le cassoulet est meilleur votre femme ou celui-là alors? Attention à ce que tu dis. Ah, voilà. Et pas à peine divorce de plus dans l'année. Les deux. À 2 tables de là, un des plus fidèles clients du restaurant. Véritable cassoulet de Castelnaudary. Vous avez vu là? C'est lui qui peut donner. Vous servez souvent les clients comme ça? C'est parce que c'est le chouchou de la maison après. Donc. Le chouchou, c'est monsieur le maire de Castelnaudary. Légèrement chauvin. Et on va gagner, c'est le meilleur cassoulet du monde ici. C'est le meilleur du monde. Après, vous avez d'autres cassoulets qui revendiquent une certaine notoriété. Vous avez celui de Toulouse, mais il est fait avec du mouton qui prend le dessus sur le reste et dont l'odeur n'est pas bonne. Ou alors vous avez celui de Carcassonne, mais c'est fait avec des vieilles perdrix. Voilà, il est dur. Celui-là est fait avec du confit, des lingots, etc. C'est le top du top. Et chez les Marty, le cassoulet se déguste avec, en dessert, une autre spécialité locale. L'incontournable fanfare du Sud-Ouest, la banda. Pour mettre toutes les chances de son côté au mondial, Jean-Baptiste ne travaille qu'avec des produits locaux. Et le premier d'entre eux n'est ni gras ni lourd à digérer. À quelques kilomètres du restaurant, chez les Notes, potiers depuis 170 ans, on fabrique la terrine qui, au XIVe siècle, a donné son nom au cassoulet. Ça tourne. La cassole, vendue 20 € pièce. Il me faut 20 terrines pour le championnat du monde de cassoulet. Les terrines de la Gagne, il me faut par contre. Ouais, on va te les donner. C'est quelle taille que tu as besoin? Alors, il me faut pour du 10 personnes, ouais. Mais il mange 5 cassoulets. Donc si tu veux, j'ai pas besoin d'en mettre non plus. Mais tu sais comment c'est, on fait quand même généreux. Écoute, là, voilà, ça c'est la taille pour 8 personnes. Oui. Hein, voilà. Et c'est cette forme-là. Mais je prends ça. La particularité, c'est qu'elle a un fond qui est étroit et le diamètre qui est large. Ce qui permet de ne pas sécher le cassoulet. Si vous l'aviez droit, la surface de chauffe est tellement importante que toute l'humidité partirait. Là, le bouillon va monter sur les côtés, la croûte va se faire sur le dessus, donc ça sera un cassoulet qui sera réussi. Vous avez mangé beaucoup du cassoulet? Un peu. Vous voyez comment on est? On a arrêté le sport jeune, hein, mais on s'est mis à table beaucoup. Ouais. Mais si Jean-Baptiste veut gagner le mondial, la meilleure cassole du monde n'y suffira pas. Et pour lui, la première erreur serait de sous-estimer un ingrédient en apparence banal. On travaille avec les haricots de Castelnaudary. Très charnu, très copieux, très bon en bouche. Ça s'appelle le haricot lingot. Nous, c'est notre lingot d'or. Pour que ces haricots aient du goût, Jean-Baptiste les fait cuire avec de la viande de porc et un peu de graisse de canard. Donc là, on va faire un peu revenir nos haricots à sec. À sec, mais dans la graisse. À sec, mais dans la graisse. C'est un plat généreux, j'ai jamais dit que c'était un plat diététique. Hein. Et là, on va mettre notre sauce. Donc voilà. Une sauce dont la recette doit rester secrète. Après, sinon, le problème, c'est que tout le monde va utiliser... Enfin, tout le monde. Du moins, les Toulousains vont utiliser notre recette. Hein. Donc ça appartient au secret. Ça, après, on peut pas dire plus. On va mettre les couronnes, on va mettre les os de porc.
Officiellement à la retraite, depuis qu'il a confié les rênes du restaurant à son fils, Jean-Jacques ne peut s'empêcher d'y mettre son grain de sel. Vous surveillez Jean-Jacques. Ah ben oui, parce que... Bon, il démarre le pauvre. J'ai le statut de stagiaire. Ça se passe bien, ça va, je suis content de lui, on va le garder sûrement. 45 minutes de cuisson. Ah mais celle-là elle est pleine. Puis une nuit au frigo. Le fait de l'avoir mis à froid, il gonfle encore. Et c'est très bon. Je viens un peu mettre du bouillon pour détendre. Déjà, ça redonne aussi un peu de goût. Un bouillon fait maison, à base de quelques légumes et beaucoup de sucre de viande. Sans ça, on n'aura pas les saveurs, on n'aura pas le lien. Bien sûr qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, tout ce qu'on veut, mais on est bercé au gras ici dans la région. Le gras, c'est la vie. Donc là, c'est bon. Moi, j'ai la consistance que je veux. Bon, là, on va passer au montage. Dans chaque plat, en plus du porc, il ajoute un chouïa de saucisse faite maison, un peu de canard du Gers et un soupçon de l'ingrédient préféré de son père, la couenne. Ouais, certaines personnes confondent le gras et la peau et la couenne, la peau du cochon. Ça, pour moi, c'est très bon. Allez, c'est parti. Et là, ça repart au four. Pour le concours, comme les 4 autres candidats, Jean-Baptiste va préparer 170 parts de cassoulet, qu'il n'aura plus qu'à réchauffer avant le service. Voilà, là, ça commence à chanter. Là, voilà, ils sont encore un peu liquides. Et là, on commence à avoir des nuances de croûte naturelles, sans chapelure, d'accord les Toulousains? Sans chapelure. On met pas de chapelure pour gratiner, c'est pas la peine. C'est la 2e fois que Jean-Baptiste se présente au championnat du monde. Pour augmenter ses chances de victoire, son père sera à ses côtés le jour J. L'an dernier, j'étais tout seul et je savais pas quand je passais, il y avait l'ordre, le si. Donc voilà, j'étais un peu perdu l'an dernier. Là, cette année, voilà, on va bosser en binôme, ça va être plus facile. On est de Castelnaudary, on est de la campagne, donc on a l'impression que c'est des Toulousains peut-être qui vont gagner, mais bon, nous, on va tout faire pour gagner. On va faire le meilleur cassoulet qu'on n'a jamais fait. Jean-Baptiste a le soutien de son père, mais aussi de toute sa famille. Autour de la table, sa mère Pascale et sa sœur Clémence. Mamie doit être fière de lui. Fière de toi. Tu te sens comment, JB? Si, on va faire attention plus à la cuisson, on va faire attention plus à la salaison des produits. Non mais le secret numéro 1 c'est la cuisson, le secret numéro 2 c'est la cuisson et le secret numéro 3 c'est la cuisson. Bien sûr que si. Chez les Marty, tout le monde est tombé dans la marmite quand il était petit. Leur premier cassoulet c'était à quel âge? Mixé dans le biberon, mixé dans le bibi. Non, pas jusque-là, mais... Il devait avoir 15 mois ou 15-16 mois. On donnait des petits bouts de confit avec les haricots écrasés, mais ils ont toujours aimé ça. On a été élevés au cassoulet. Ta sœur m'a fait manger du cassoulet en juillet, 40 degrés à la maison avec des potes. Elle m'a fait manger du cassoulet en septembre. C'est un plat d'hiver qui se mange l'été aussi. Du cassoulet, ça se mange toute l'année. Toute l'année. Et c'est ce qu'il comprend pas. Ah oui. La saga familiale a commencé il y a plus d'un siècle, avec Juliette, la grand-mère de Jean-Jacques. Là, moi, ma grand-mère, c'est elle qui a fondé le restaurant. Elle a eu l'idée de faire manger des ouvriers qui refaisaient le canal du Midi en 1920. Ce restaurant, il s'est trouvé qu'il était sur la route nationale 113. C'était une des plus grandes routes nationales de France, comme la nationale 7, comme tout ça. Et donc, avec les congés payés par la suite, tout ça, il commençait à y avoir beaucoup de monde. Et ça fait toujours quelque chose, parce que c'est elle qui est à l'origine de tout. On est quand même la 4e génération, moi, je suis la 5e génération, dans la même famille, à faire du cassoulet. Face à Jean-Baptiste et sa recette de grand-mère, un redoutable adversaire. Un chef étoilé toulousain, Franck Rénimel. Cet après-midi, il a rendez-vous avec une figure de la région, Clément Dupont, éleveur de cochons noirs de Bigorre et frère d'Antoine, la star de l'équipe de France de rugby. On va aller voir les porcelets à l'intérieur. Pour son cassoulet, Franck a choisi la crème du cochon. Là, il y a à peu près 70 porcelets. Des cochons de lait d'environ 8 semaines. C'est une viande qui a du goût, qui a du gras, un bel équilibre. Une race à la chair blanche extrêmement tendre. Le cochon noir, c'est un super produit pour mon cassoulet, qui est le cassoulet atypique, mais c'est vraiment ce cochon noir se prête parce qu'il y a des goûts de noisette, une tendreté, la cuisson de 36 heures va faire que ça va mettre en valeur vraiment ce goût magnifique qu'on peut retrouver dans ce cochon. On connaît tous la présence du cochon dans la recette traditionnelle du cassoulet, mais voilà, c'est important que chaque chef ait
personnalité aussi sur le plat. Vous avez un pronostic pour lundi? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais attention à ce que tu vas répondre. Pour avoir dégusté le cassoulet de Franck, je pense qu'il a largement ses chances. Vous pensez qu'il va gagner? Évidemment. Merci Clément. Je suis ça de près. On les laisse tranquilles. Franck Rénimel a fait toute sa carrière dans la haute gastronomie. En 2007, il ouvre son propre restaurant à Toulouse et décroche une étoile 1 an plus tard, à l'âge de 32 ans. En 2012, avec sa femme Isabelle, ils déplacent leur établissement de 20 km dans le village d'Orville. Accolés à leur restaurant étoilé, ils ouvrent 5 chambres d'hôtes et intègrent le réseau Relais et Châteaux. Lui ne propose pas un cassoulet de Toulouse, ni de Castelnaudary, ni de Carcassonne, mais un cassoulet revisité. C'est bon, vous avez tout mis? Ça commence comme un cassoulet traditionnel. Rappelez-vous. Le haricot, la couenne, la garniture aromatique. Je mets du jus de cochon, une pointe de tomate. Et on va mouiller à l'eau et on va laisser mijoter tranquillement pendant à peu près 1h30, 2 heures. Mais très vite, sa recette n'a plus rien à voir. Les haricots sont mixés en purée. Petit contre-pied à ce cassoulet traditionnel, c'est l'approche différente avec des textures aussi différentes. L'ail prend la forme de chips. Ça va amener un petit peu de matière en bouche, de craquant, et également un peu de vivacité, on va dire, un petit côté vraiment peps sur notre cassoulet. Le canard est réduit en poudre. Cette poudre aura vraiment un goût de canard rôti, vous savez, cette peau qui est juste saisie, bien croustillante. Ça va amener de la surprise dans l'assiette, de l'esthétique, mais également beaucoup de saveur. Même la célèbre saucisse de Toulouse est relookée. On va les colorer, c'est vraiment, voilà, ça sera servi dans l'assiette, vraiment, ça fait quelque chose d'esthétique et de sympa. Pour finir, sa botte secrète. Le cochon de lait, cuit à 61 degrés à la vapeur pendant 36 heures. Ça va amener un côté gras, un côté beurré au cassoulet, un côté un peu plus léger, on va dire. C'est fabuleux. C'est tendre, hein. Et pour le dressage, un cassoulet comme vous ne l'avez jamais vu. Ça reste au niveau des mélanges de textures, saveurs, ça reste un cassoulet traditionnel. Chez nous, les gens s'assoient, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont manger. On veut que ce soit un moment comme quand on va au cinéma, on connaît le titre, on connaît les grosses lignes, mais on ne connaît pas le contenu. Et on veut que les gens se laissent mener, et des émotions, et vivent notre approche du métier. En salle, les clients en prennent plein les yeux et les papilles. Pour moi, c'est excellent. Parce que je retrouve exactement tous les ingrédients du cassoulet. Et du cassoulet maison. La présentation est vraiment très moderne et très belle. Et le goût est authentique. Donc, c'est parfait. C'est la première participation de Franck au championnat. Un univers assez éloigné des tables gastronomiques. Jour de Coupe du Monde à Toulouse. Dans la dernière ligne droite, les Martys ne négligent aucun détail. Je sais pas si je passe là. Surtout pas la fameuse cuisson. Pour réchauffer leur cassoulet, pas question d'utiliser les fours du concours. Dernière coquetterie, ils s'installent dans les cuisines d'un ami toulousain. Tac, 200, c'est bon. Moi, j'aime être tranquille, être peinard. Moi, il faut que mes cassoulets, ils aient 1h15, 1h30 de chauffe. Après, c'est sûr qu'on prend le risque de livrer en voiture. Là, pour le coup, on prend les risques. Mais au moins, ça sera ma faute. Ça sera pas parce que quelqu'un m'a pas laissé le four avant ou que j'ai laissé le four trop tôt. À 2 km de là, ça chauffe aussi dans les cuisines du concours. Les participants s'affrontent pour 2 prix. Celui du public, 150 personnes qui ont payé 70 € pour manger 5 cassoulets en 3 heures. Mais surtout, le plus prestigieux, le prix du jury.
Bienvenue dans la 8e édition du championnat du monde de cassoulet de Tours. 9 jurés, dont les fondateurs de la compétition, le duo d'humoristes Les Chevaliers du Fiel, et le chef étoilé Michel Saran. Très belle chose. En tout cas, ça marche bien parce que... C'est un concours qui est sur le ton de l'humour. C'est génial. C'est la première année où on a les 3 villages qui sont là. Donc je sais, ça risque de mal se terminer. Tout ça, c'est comme le rugby. On se chambre, on se chauffe. À la fin, tout le monde danse. Ah, il me faut en premier le jury. Les premiers à entrer dans la mêlée, c'est Jean-Baptiste et Jean-Jacques. Dans l'équipe de Castelnaudary. C'est une vraie casserole de cassoulet déjà, c'est hyper important. Ouais. Il est généreux. Il faut que le lion et l'autre truc, ils en ont un peu trop mis au départ et que le haricot n'a pas pu absorber tout. Ouais. C'est un peu liquide, mais les goûts ils sont super. C'est un plat. C'est difficile quand c'est un premier. En cuisine, on refait déjà le match et tout n'a pas été parfait. Notre fille me dit qu'il manque un peu de poivre, mais bon... Mais c'est pas grave, écoute, nous on a joué à 100% et les dés sont lancés maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. En salle, 3 cassoulets plus tard. On a un très bon niveau cette année. C'est au tour de Franck de passer sur le grill. Allez, c'est parti là, les gars. Pour son dressage très spécial, à l'assiette, ou plutôt à la cassole, Franck a fait venir toute sa brigade. Crouton de pain, il y a tout. Là, il me manque la salade aussi. Là, en fait, le but, c'est quand même de se dépêcher pour envoyer quelque chose de bien chaud. 15 minutes pour servir 170 personnes. Pas vraiment le rythme habituel du chef étoilé. Alors là, c'est autre chose. C'est une interprétation du cassoulet. Là, la démarche, pour le coup, est très compliquée. Il y a du talent derrière, il y a de la personnalité. C'est le cassoulet 2.0. Moi, de cœur, en l'hommage à ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère qui faisait le cassoulet, je voterai pour un cassoulet traditionnel. Je crois que celui qui doit gagner ce soir, c'est celui qui a le plus de goût. Alors, donc, pour le prix du public et pour la maison Garcia. C'est Toulouse qui l'emporte à domicile. Le numéro 3. On est foutu. Et pour les champions du monde. Une interprétation aussi très personnelle. Alors, le prix du jury, cette année, et je sais que quelque part c'est une déclaration de guerre, parce qu'il n'est pas attribué à un Toulousain, si je comprends bien. Et c'est le restaurant Chez Marty. Le meilleur cassoulet du monde est donc celui de Castelnaudary. Pendant un an en tout cas. Il n'est pas midi moins 10, ni même midi 10. Armand Perregaux arrive à midi pile. Tu m'as réservé une belle place. Hop là, on y va. Il sait qu'à cette heure-ci, Robert, son maître d'hôtel préféré, sera à l'accueil de la brasserie. Les deux hommes se connaissent depuis des années, et pour cause, Armand vient tous les vendredis à la Camercel, depuis 30 ans. Bienvenue. Salut ma grande. Ah, quand je te vois, quand je t'entends avec ta voix du sud. Ah là là, quel bonheur. Et si 300 personnes sont déjà installées dans la brasserie, Armand a sa table réservée. La même chaque vendredi. Messieurs, dames. Merci monsieur, dis donc. Tu m'accueilles en personnalité, c'est fantastique ça. C'est la plus belle des tables. D'abord, on a une vue en profondeur. On voit tout ce qui se passe ici. Naturellement, cette vue magnifique de la cathédrale. Une cathédrale que j'adore, qui est vraiment une merveille de la nature. Hein. Je ne me lasserai jamais de la regarder. Aujourd'hui, je vais te montrer la carte. Une carte? Et pourquoi faire? Armand sait évidemment ce qu'il veut manger. La spécialité de M. Baumann, la choucroute avec les 3 poissons. Aujourd'hui, on prend une. La choucroute aux 3 poissons, saumon, flétan et haddock. La grande spécialité de la maison et du chef Lépine. On enlève, s'il vous plaît. Oui. La choucroute d'Armand est envoyée 5 minutes plus tard, portée à bout de bras par Robert, prudemment accrochée à une corde, pour ne pas glisser. Voilà, ma chère choucroute. La fameuse choucroute avec les 3 poissons. Merci peu. Je t'excuse.
Qu'est-ce que c'est bon? En sortant, Armand tombe sur une inscription au plafond qu'il ne connaissait pas, du vieil Alsacien. Un bon vin de qualité. et des jeunes femmes. Pas des filles, hein, des jeunes femmes. Oui, c'est le meilleur passe-temps. Bah oui, c'est une vérité. Oui, oui, c'est toi, tu le dis, hein. Bah, moi je le dis, il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Ah oui, d'accord. Salut. À la prochaine. 3 quarts d'heure, dessert compris. Une tradition qui ne serait pas complète sans l'étape du bourg-messeur. Un folklore médiéval. Les gourmands doivent passer entre ces deux piliers pour mesurer leur ventre après un festin. Avec un peu de chance, je passe. Oui. Bravo. On l'appelle simplement la Came. Le bâtiment est planté là, en face de la cathédrale depuis le XVe siècle. 21 mètres de façade en bois sculpté, que l'on vient visiter comme un monument historique. Où les plus grands de ce monde sont passés un jour ou l'autre. Alors là, c'est Brigitte Bardot. Et ici, c'est Johnny Hallyday, que l'on surnommait l'idole des jeunes. À suivre 2 strass, une aiguette de canard, un gratin de spelst. Sauf que l'institution n'a rien d'un musée. C'est avant tout la plus grosse brasserie de tout l'Est de la France. C'est sur plate. Hein. Où les cuisines servent 600 clients en moyenne chaque jour et jusqu'à 1000 en haute saison. Où le service se fait sur 4 étages. Ouais. Oh, sur le froid. Dans 10 salles différentes. Où les serveurs finissent leur soirée en nage. Les clients, tranquillement installés dans leurs alcôves silencieuses, n'ont rien perçu de cette agitation permanente. Dans le vieux centre-ville de Strasbourg, la journée de la brasserie commence à 6 heures. Un ogre de cette taille doit être nourri chaque matin. 400 kilos de viande, poissons, fruits et légumes. L'économe de la maison jongle avec une liste de courses qui donne le vertige. Ça vaut le coup, hein. On va juste en bas comme ça. Dans son bâtiment du Moyen-Âge, l'établissement dispose d'espaces de stockage très réduits. Ah bah, et on s'est plaint. Hein. Alors, là, la dorade. Il doit donc se faire livrer tous les jours. 6 kilos. Cela ne l'empêche pas de consommer 12 tonnes de saumon par an, 2 tonnes de foie gras et évidemment 50 tonnes de choucroute. C'est la brasserie qui en consomme le plus en France. Cette choucroute est le secret le mieux gardé de la maison. Une seule personne en connaît la recette, le chef, Hubert Lépine. Chaque semaine, il part seul à Krauter-Gersheim, littéralement la ville du chou, à 30 km de Strasbourg. L'Alsace réalise 70% de la production française. Hubert Lépine vient vérifier la cuisson de ses 3 tonnes de choucroute pour la semaine. Ah, ça va. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Alors, on commence aujourd'hui, on commence à la cuisson. On va commencer à faire la choucroute. Okay. La choucrouterie Riffel sert la plupart des grandes brasseries françaises. Mais le chef veut que la sienne soit différente. Unique. En moyenne, le kilo de choucroute coûte 1 €. Lui paye 1,50 € pour quelques privilèges. Sa préparation se fait tôt le matin, lorsque l'eau de cuisson est encore la plus pure. Son chou se cuit aussi avec des oignons qui viennent d'être coupés. Les autres se contenteront d'oignons coupés la veille. Hubert Lépine ne nous livrera pas les secrets de sa recette. Tout tient dans ce bidon. Une mixture que l'on appelle la tisane et que l'on mélange avec l'eau de cuisson du chou. Alors c'est tout simple, c'est un mélange de plein d'épices et d'aromates, c'est tout. Il n'y a rien de plus naturel, il n'y a rien d'autre, aucun conservateur. Vous avez le droit de nous en donner la recette? Ah, j'aurais bien voulu, mais non, ça c'est pas possible. Au moins un ingrédient. Allez, je dirais, ouais, le sel, il y a du sel, ça c'est sûr, vous pouvez goûter, c'est salé. Du sel. Mais il n'y aura rien d'autre de toute façon. Je dirais rien, jamais rien. De la graisse de canard et 7 épices
dont nous ne saurons rien, sauf un autre ingrédient peut-être. Pas d'épices? Ça c'est une bonne idée. Le seul qui aura accès à la recette sera le successeur éventuel du chef Lépine. Je regarde si j'ai ma cravate. Le maître d'hôtel Robert Strub ne connaît pas non plus la recette. Il travaille pourtant à la brasserie depuis 35 ans. Il y a commencé comme simple serveur. Une école de rigueur. Ça doit toujours être très propre. Tiens, tu veux du sucre? 35 ans de carrière, où l'on travaille parfois 10 heures par jour, 5 jours par semaine, souvent le week-end, pour un salaire de 2500 € bruts en fin de carrière. C'est sa vraie passion, c'est sa vraie passion. Et il est marié avec la maison Camertel. Pas avec moi, mais avec la maison Camertel. Par bonheur, la brasserie est aussi l'endroit où il a rencontré sa femme, en 1985. Elle était serveuse à l'époque. Il était maître d'hôtel, donc je le vouvoyais, c'était rigolo. On se vouvoyait, on habitait au même endroit, à 100 mètres de là, et on se vouvoyait, c'était rigolo. Personne ne savait rien au début. Aujourd'hui, Robert prend son service à 9 h et finit à 21 h avec 2h30 de pause au milieu. Salut. Une journée classique. Il supervise tout le service de midi. C'est moi. C'est dans les tables de disques. Est-ce qu'il voulait le rez-de-chaussée? Oui, justement, oui. Pour quelle raison? Des personnes âgées. Très bien. Il est donc responsable de 16 serveurs et des 230 clients attablés. Mesdames, bonjour. Vous allez à quel étage? Premier. Est-ce que vous voulez monter avec l'escalier du XVIe siècle ou l'ascenseur du XXe siècle? 16e. Après 35 ans à galoper dans les escaliers, Robert est aujourd'hui très prudent. Donc, on est dans l'escalier du XVIe siècle, n'est-ce pas? Il a fait une chute spectaculaire il y a 2 ans, de multiples fractures et 1 an d'arrêt de travail. Il n'aime pas en parler. Oui, voilà. Donc on ne fait jamais assez attention, hein, de toute façon. On ne fait jamais assez attention, ça c'est clair. C'était dans quelles circonstances? Vous voulez faire vite? Je voulais faire vite. On réclame à 2 personnes formidables à 2 ans. Il faut se rendre en cuisine pour prendre la mesure de ce qu'est une brasserie qui reçoit 600 personnes par jour. En face de lui, le chef a un petit boîtier d'où sort un ticket à chaque nouvelle commande. Tu vas-t'en à 2 saumons. Au plus fort de la journée, il en reçoit un toutes les 10 secondes. Tu vas coq à 2 saumons. On réclame à 2 personnes formidables à 2 ans. Derrière, on enlève la 352. Merci, chef. Au-delà des traditionnelles choucroutes et de plats typiquement alsaciens, la carte est aussi celle d'une brasserie classique. Quiche, tartare, faux filet ou gigot d'agneau, avec des plats à 20 € en moyenne. Ils étaient déjà là hier soir. À 46 ans, Jean-Noël Dron est le chef d'orchestre de cette énorme machine qui génère 7 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Un casse-tête. Faire tenir une brasserie moderne dans un bâtiment du Moyen-Âge, classé aux monuments historiques depuis 1929. La façade en bois sculpté date de la Renaissance. C'était alors une maison de marchands. Chaque pièce est une œuvre d'art. Jean-Noël Dron, le PDG, a racheté le fonds de commerce en 2010 et n'est pas propriétaire des murs. C'est la ville de Strasbourg qui possède le bâtiment. On a un décollement du décor peint sur les parties que vous pouvez constater. On connaît le problème. Hein. Régulièrement, il fait appel à Éric Salmon, le responsable d'une fondation qui gère toutes les rénovations du bâtiment pour le compte de la municipalité. Ce problème et ce problème. Donc là, c'est un peu plus grave quand même. Je pense que c'est des mouvements en fait, des pierres en fait, qui ont tendance à décoller l'enduit. Ces travaux seront majoritairement à la charge de la ville de Strasbourg et des monuments historiques. Jean-Noël Dron finance, lui, l'entretien courant du bâtiment, y compris ces centaines de fenêtres en cul-de-bouteille, de tous les... aussi petites que fragiles. Il y en a 2 cette fois-ci, 2 mêmes endroits. Ici, ici. Ça arrive régulièrement. C'est à peu près 500 € par petit rond.
En permanence, des artisans tournent dans le bâtiment. Benjamin Craig est un spécialiste du bois. Son chantier ce mois-ci, repeindre une à une les moulures des 4 étages. Je n'ai pas mesuré les mètres linéaires du Camerzel, mais c'est immense ici. Et depuis que je suis ici, je redécouvre des nouvelles pièces à chaque fois. Je me fais avoir. Je dis, ça y est, cet étage, c'est terminé. Et ben, bang, on ouvre une porte et on découvre un petit bijou, une petite pièce qu'on n'avait pas vue auparavant. Là, vous venez avec moi? À 18 h, briefing des équipes du soir. C'est Jennifer Vix, la responsable commerciale, qui s'en charge. Bonsoir à tous. Donc en fait, ce soir, on a un banquet qui est de 313 personnes qui sont réparties dans le salon du rez-de-chaussée. On aura 42 personnes. Le salon de cathédrale, on en aura 47. Renaissance, 150. En tout, il y aura 550 clients à servir dans la soirée. Une performance qui nécessite que les 48 salariés du restaurant, en salle et en cuisine, soient présents. Et courage. C'est parti. Merci. Bon service. En salle, c'est la fin du dressage des tables. Nicolas Burkel est maître d'hôtel. Bon, David, je te laisse faire ça alors, les verres Alsace, et après aller chercher des couverts dans la maison. Je monte au Sungu voir ce qu'il reste à faire. Ce soir, ce Strasbourgeois de 32 ans, qui a commencé ici comme simple commis, va gérer 150 convives au premier étage, avec 3 serveurs. Tout semble parfait, mais les apparences sont trompeuses. Ça, c'est le cauchemar, c'est qu'on n'a plus de matériel. C'est super. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est un peu à court de matériel, donc on va devoir fouiller dans toute la maison pour trouver la moindre fourchette, le moindre couteau. Mais c'est gérable. Les autres étages sont sollicités. Bruno, il te reste encore des couverts en inox ici, toi? T'as plus rien du tout? T'as tout pris? Cuillère à dessert, t'as plus Et rien quand du tout? finalement le couvert est mis, Ok, ça marche. à 20 h, Suivez le groupe. les 313 convives du banquet arrivent. Premier étage. On n'a pas réservé, on est 300. Mais vous n'avez pas de nom de salon. Cathédrale également, premier étage. Renaissance. Renaissance par l'escalier, premier étage. Ce sont les commerciaux d'un grand groupe de restauration, en plein séminaire. Chef, ils sont à peu près tous là. Et après, au niveau des autres, ils sont à peu près bons. Je vérifie le Renaissance aussi, chef. Dès l'apéritif, les serveurs sentent que la soirée va être animée. Je vous en prie, par ici. 2 étages au-dessus, Passez une bonne soirée, bon appétit. la famille Serre s'installe dans un petit salon, bien plus silencieux. C'est sympa, le théâtre. C'est sympa. On est bien. Ah non, on se doute de rien, on est bien. Mais voilà, c'est pas les grosses brasseries qu'on voit. C'est des petits salons, on est bien, c'est convivial. Ils sont venus de Dijon fêter les 18 ans de leur fille, qui fait ses études à Strasbourg. Choucroute au confit de canard. Au menu, comme la majorité des clients, une choucroute. Un peu de moutarde, merci. Des choucroutes? Ah, je veux bien. Oui, c'est une Pour nous, on ne connaît pas les très hauts restaurants. Par contre, c'est une cuisine qu'on adore. Voilà. C'est une cuisine française. C'est excellent et c'est ce qu'on recherche. On va vérifier d'ailleurs. Les erreurs de commande s'accumulent pour le banquet. Non, pas madame. Madame, c'est au poisson que vous avez choisi, vous. Voici le badge bleu. Ah oui? Vous avez demandé viande? Une vingtaine de clients a changé d'avis. Je m'arrange avec le chef, pas de souci. Et les 24 cuisiniers doivent s'adapter très vite. Je sais, ils ont changé les choucroutes? 21. Moi, je sais pas s'ils ont fait. Je vais regarder, chef. À 21 h 30, au cœur du service, les chefs de rang enchaînent les allers-retours dans les escaliers. Vas-y, prenez aussi les poissons, hein. C'est évidemment le point noir de la maison. C'est 153 marches, avec 6 assiettes sur chaque plateau. Combien de kilos un plateau? Je dirais à vue d'œil 8-10 kilos. Et c'est pas pris le 20e là? On compte plus.
C'est le principal plaisir, on économise la salle de sport. Jennifer, elle, a un problème. Les clients du banquet consomment trop d'alcool. Le forfait de 3 verres par convive a été dépassé. Elle doit donc aller voir l'organisateur. Si vraiment il y a des tables qui demandent trop de bouteilles de vin, venez me voir pour le dépassement en vin. J'ai un accord de principe pour bien une sûr. certaine quantité, mais il ne faut pas que ce soit les mêmes tables qui demandent tout le temps. D'accord, ça marche. La consigne est passée au maître d'hôtel dans les On a étages. les instructions. Voilà, tu dis non. Tu dis non, tu sers, on sert les cafés après. Elle est immédiatement répercutée en salle. Ici, c'est bon. C'est fini. Bien loin de cette agitation, les serfs payent l'addition, 40 € par personne, dans cette brasserie haut de gamme. Merci. Vin compris. Pour moi, c'est... Voilà, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Voilà. On s'est régalé, on a passé une super soirée dans un endroit qui est sublime. Voilà. Franchement, c'est bon. Mais nous, on fait comment? Dans les couloirs étroits, à 22h30, malheur à celui qui encombre le passage de Nicolas. Donc on passe comment, nous? On fait pas le tour par ici, t'es marrant, toi. La fatigue rend les acrobaties périlleuses. C'est raté, là. Attention, ouais. Au revoir, bon retour, merci. Merci. Vous avez chaud, hein? Un petit peu. Un peu, là. Il est 23h, les clients partent, mais la soirée est loin d'être finie. Bonsoir, merci. Il faut remettre la salle en ordre pour le lendemain. C'est aussi l'heure où le premier maître d'hôtel fait les comptes. Le bilan de la soirée s'annonce plutôt bon, effectivement. Je n'ai plus qu'une caisse à rentrer, mais le chiffre d'affaires est très intéressant, pardon. C'est établi à combien à la fin de la soirée? 37 217,73 €. Ce qui est une bonne soirée, pas les meilleures, mais qui est quand même une très bonne soirée. Le chiffre d'affaires, en général, est quand même nettement inférieur au jour. Et alors que l'un mesure le chiffre d'affaires, 1h30. On a quand même passé une bonne soirée malgré la charge de travail qu'il y avait à faire. les autres mesurent le nombre de pas parcourus pendant la soirée. 13 216 pour Nicolas. Si vous voulez un chiffre, ce soir, en moyenne, on a fait 10 km. Sans compter les étages, hein, bien sûr, les charges qui ont été portées et tout. 10 hein. km. La preuve est faite. Ouais, c'est un personnel, hein. Voilà. Dehors, des couche-tard finissent leur soirée, place de la cathédrale. Le veilleur de nuit tire les rideaux de la maison. Il les rouvrira 4 heures plus tard, pour une nouvelle journée. Donc on plonge tous les deux avec Marine. Tu es prêt? Ouais. Eh ben. Pas mal, hein? Ouais. Il fait froid, il pleut, l'eau est à moins de 15 degrés. Mais pas de quoi décourager Georges Larnicole. Georges Larnicole, un breton au caractère bien trempé, qui tous les dimanches se requinque dans l'océan. C'est l'un de ses rituels. Petite couignette? Allez! Après la plongée, il a un autre rituel. Manger des cougnettes. L'une de ses inventions. Madame la reine. Merci. Allez les petits jeunes, à table. Oh là là. Quand on me prend par les sentiments, moi. Du beurre, encore du beurre et du sucre. Une recette typiquement bretonne, inspirée du fameux kouign-amann. Ça marche apparemment, hein? Oui. On a de plus en plus d'adhérents. On a de plus en plus d'adhérents. Les cougnettes ont fait la fortune de ce pâtissier breton. Il en fabrique 5 millions par an. Ces petits gâteaux, il les vend en Bretagne, mais aussi dans toute la France. En 10 ans, il a ouvert 24 boutiques. Dans 2 jours, il s'apprête à en ouvrir une 25e. À chaque fois, moi je vais toujours, première chose, rituel. On va au temple. Le temple, c'est la mer. Juste la voir. Il a voulu installer cette boutique dans un lieu très touristique, la Pointe du Raz. Le mien, c'est là mon trésor. Home, maison, en bas, l'eau. Le kouign-amann en Bretagne, on en trouve dans toutes les pâtisseries. Alors, pour se faire une place, Georges marque sa différence.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Très joli. Ces boutiques doivent faire rêver. Il faut que les clients en aient plein les yeux. Vous allez voir, c'est beau. Hein. Alors, c'est sombre volontairement également pour qu'on puisse... On ne vend pas des meubles. Par contre, lumière doit... L'ombre fait exister la lumière. Après, les couleurs sont raffinées, les lumières tamisées. On se croirait presque dans une bijouterie. Il faut qu'ils aient une raison. Là, je vais mettre une lumière rouge, là-bas une lumière jaune, qui va diriger un peu les gens. Alors, sans s'en rendre compte, les gens, en fin de compte, ils vont voyager. C'est ce que j'appelle un voyage. Un voyage, on le construit. Hein. Voilà, action. On y va? L'endroit où Georges conserve ses bijoux, c'est la chambre froide. Venez toutes, que je vous montre une seconde. J'appelle ça le coffre-fort, hein, parce que... Puis on y est au frais. Là, c'est la banque. Tous vos cugnettes doivent toujours être ici. Elles sont toujours emballées. Hop, on prend tout, on amène et on commence à installer. D'accord? 2 x 2, chocolat. Voilà. Cerise. Alors, ensuite, CBS, caramel beurre salé. L'idée de Georges, miniaturiser le kouign-amann pour le vendre en portions individuelles et surtout le décliner en 16 saveurs différentes, histoire de plaire à tout le monde. D'accord? Comme ça, voilà. CBS et caramel beurre salé. Après, ben, je vais aller un peu plus loin et puis... ah bah tiens, cerise, oui, pourquoi pas, je vais goûter, je sais pas quel goût ça va avoir. Avec de l'orange, tiens, ça peut être intéressant. Ah, j'aime pas tellement la coco, mais par contre, j'aime la pistache. Eh ben, je prends une pistache. C'est un jeu, en fin de compte. Et puis, on est là pour vendre aussi. Allez, hop, vous mettez tout ça en place. D'autres petites choses pour finir avant que je parte. Il faut que, au niveau des couillettes, il faut de l'opulence, que ce soit... qu'il y en ait une dose, hein, d'accord? Toujours. Je veux toujours voir ça plein. Si j'arrive un jour et que c'est pas plein, faut, parce que c'est ça qui vous fait acheter, hein, d'accord? Vous êtes une seconde tout avec moi, juste... Avant de partir, il leur livre sa botte secrète, son hameçon, pour attirer les clients. Plein de courage. Vous voyez comment les poissons rouges là-bas sont lumineux? Parce que sur le rouge, la lumière ressort, donc attire le regard. C'est-à-dire qu'on est d'abord attiré en haut par les cris, crac, regard, ah tiens, c'est intéressant, je rentre. Et l'histoire commence. Son histoire à lui a tout du conte de fées. Elle commence à 1 heure de route d'ici, toujours dans le Finistère, au hall de Quimper. C'était là qu'étaient mes parents, que tout a démarré. Là, oui, derrière. Là, il y avait, mes parents avaient une petite échoppe, comme ça, et toute la pâtisserie a commencé là. Et aujourd'hui, ben, il y a une belle peinture. Après tout, c'est pas plus mal. C'est la boulangerie. Ah bah, voilà. Sa mère tenait la boutique, son père Fernand était au fourneau. Il lui a transmis sa recette du kouign-amann. Il fabriquait ses gâteaux dans cette petite maison familiale où Georges a grandi avec ses 3 frères et sœurs et où sa mère vit encore. Maman! Coucou. Oh, c'est pas vrai. En tenue. Comment vas-tu? Ça va? Ouais, toi? Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est ça, non, hein? Germaine, 89 ans, une Bretonne pur beurre. La petite affaire familiale a commencé ici, au sous-sol de la maison. Ouais. Là, il y avait la stèle, là, portez le four. La stèle venait jusqu'ici. On va pas fabriquer, maman vendait. Voilà, j'étais au hall à partir de 8 h jusqu'à 8 h le soir. C'est-à-dire, en fin de compte, c'était des vies qui se croisaient. Et j'ai élevé 4 enfants, sans personne. La famille ne roule pas sur l'or. Les enfants sont tous mis à contribution. Georges fait la plonge. Il a commencé à travailler, il avait, attends, 61, 55, tu avais donc 8 ans quand on est arrivé ici. Donc à 8 ans déjà, il était à l'atelier, hein, parce que mon mari, pour lui, tout le monde fallait qu'il travaille. Ah, je détestais le gâteau breton et le 4 quarts et le kouign-amann. Parce qu'il fallait laver des moules. À la mort de son père, Georges a 19 ans. Il fuit le kouign-amann et se lance dans la frite. Pendant plus de 2 ans, il sillonne la France, puis s'essaye à l'artisanat. Il travaille la corde, mais ça lui provoque des allergies. Il est forcé de revenir à son premier métier, la pâtisserie. Il s'y jette à corps perdu, jusqu'à devenir meilleur ouvrier de France. En 1999, à 43 ans, Georges a alors une idée qui va changer sa vie. Faire des mini kouign-amann, ces fameuses cougnettes. Pour les vendre, il investit toutes ses économies dans cette boutique. Il n'a pas les moyens de payer des employés. Il va alors contourner la difficulté en inventant la pâtisserie en libre service. Ouais, c'est bien. Voilà. Ça, c'est la base du concept. Les gens se servent, prennent ce qu'ils veulent, ce qui fait que c'était immédiatement un succès. Ils prennent leur petit sac, ils font un peu leur petite histoire,
tout de suite, ça a été fou, une explosion. Ce qui fait qu'au travers de ça, quand j'ai eu mes premiers chiffres, que les banques ont vu comment on vendait, quand j'ai eu besoin d'argent, ben, j'ai pas eu besoin d'insister beaucoup pour en avoir. On a envie de prendre. Vas-y, mignon, prends. Des boutiques ouvertes 7 jours sur 7 où l'on paye au poids. Pour les alimenter, pas d'intermédiaire, c'est lui qui fabrique tout. Le centre névralgique est situé en banlieue de Concarneau. Une usine de 4000 m² qui emploie 165 salariés. Ça va, André? Ça passe bien. Jusqu'à 30 000 cougnettes sortent d'ici chaque jour. En un an, la production a doublé. La pâte, Olivier, c'est comment? Elle est pesée? Georges a légèrement modifié la recette de son père. Il y a rajouté du caramel et un soupçon de beurre. Combien on passe de beurre actuellement, semaine, en été? En été? Ouais. Waouh, on est à 3 tonnes. Voilà. Par semaine? Par semaine, ouais. Et combien de beurre dans un kouign-amann à peu près? Combien de beurre? On va dire pour un kouign-amann de 1 kg, il y a... Du beurre, du sucre, de la pâte à pain. Georges a beau en produire des quantités industrielles, tout est fait à la main. Pour les parfums, il y a des collections chaque saison. Aujourd'hui, il teste une recette improbable, la cougnette à la confiture d'algues. J'aurais aimé que tu fasses des léchettes de gingembre, c'est coupé en longueur, et que tu rajoutes dedans. Même si c'est un peu ennuyeux, à un moment donné, clac, tu vas tomber sur du ginger. Et là, waouh, hein, ok? Ah oui, oui. Parfait. Une demi-heure plus tard, après leur cuisson, les cougnettes passent devant le comité de dégustation. Du wakame, d'accord? De là. Pour les pâtissiers de l'usine, la première bouchée a du mal à passer. On a perdu tout le côté iodé qu'on avait de l'algue brute, accrue. Accrue, ah bah. Une fois cuit, c'est à... Ah, c'est indéniable. C'est dessaler, ouais. dessaler. Le sel. Moi, je mettrais un soupçon de pâte de noisette dedans. Oui. Oui. Citron, pâte de noisette, gingembre, ça va très bien ensemble et ça va jumper un peu l'arôme. Messieurs, merci. Là, il y a le week-end qui arrive. Continuez à réfléchir. La mixture aux algues est trop fade. Merci les amis. Georges doit revoir sa copie. Christine, c'est quelque part, hein? Christine. Christine Letellier est l'une des spécialistes des algues en France. Ah Georges, bonjour. Comment vas-tu, dis donc? Bien et toi, comment vas-tu? Elle en vend à l'industrie agroalimentaire, mais aussi à des chefs étoilés. Je vais te montrer des petites algues que tu connais pas par contre. Tu vois bien ce que je dis, hein? Tu vois, il me faut quelque chose qui... Paf! Donc voilà, je t'avais préparé le petit assortiment. D'accord. Voilà, tu vois, parce que là on est vraiment des au poissons. temps des magnifiques algues de culture. Sinon on est sur Palmaria, mais Palmaria, c'est quelque Palmaria, chose, c'est la dulce, c'est bretonne. Hein. Ça, non, mais tu l'as fait venir d'où, ça? Ça vient du Guilvinec, Guilvinec, Roscoff, tout le Finistère à peu près. Ah, ça y est, c'est bon. Ok, Voilà. bon, donc ça, Alors, on a dit... Ça, c'est pour les algues brunes. Par contre, celle que je pense qui sera intéressante, c'est le nori. Alors là, on a quelque chose qui est extrêmement puissant. Je mets celui-là, il est là, c'est le plus puissant. Je le veux à 80. L'an prochain, Georges prévoit de passer commande d'environ 10 tonnes d'algues pour préparer ses cougnettes. Mais il pense déjà à des recettes encore plus surprenantes. Christine, qui travaille la cuisine moléculaire, lui montre ses perles de saveur. Du sirop encapsulé dans une bille d'algues. Ça m'impressionne toujours. T'enrichis en fait. C'est un bricolage sérieux. Ah, c'est fabuleux, ça. Voilà. Il y a plus Voilà. la langue. Tu as, voilà. C'est Voilà. ma langue qui... Exactement. Rien que le mouvement de ma langue. Voilà, tout à fait. Attends, tu permets? Non, mais attends. Mais ça, c'est cool, ça. Non, mais attends, je suis en train de penser à quelque chose. Oui. On est en train de travailler sur l'abaisse de cugnaman très très fine. Et je voulais mettre quelque chose en sandwich dedans, tu vois. Une crème de citron allégée, quelque chose comme ça, tu vois. Mais à l'intérieur, une perle, tu sais, qui aurait le craquant et... Voilà. Feu d'artifice à la fin. Feu d'artifice. Ça, c'est du citron vert, ça, c'est de la framboise, de l'orange sanguine et de la truffe. Ça, c'est de la truffe. Voilà. Ok, C'est de la tiens, truffe. et de la cognette à la truffe, dis donc. Ouais. Voilà. Moi, je vais faire un dessert pour tous les restaurants à Paris avec le kouign-amann et la truffe. Ouais, ok, on y va. Allez, on y va. Avant de vendre ses cougnettes gastronomiques, Georges inaugure sa 25e boutique. Un moment qu'il partage avec sa femme et sa mère.
La Pointe du Raz est un peu déserte en ce dimanche pluvieux, mais sa boutique fait quand même le plein. Ouais, c'est beau. C'est incroyable. Vous êtes fiers de lui? Ah bah oui, de nous tous. Bonjour tout le monde. Messieurs, dames, vous me permettez? Tournée générale, prenez tous une couignette. Ça porte bonheur, hein. Enfin à moi surtout. Hein. D'ici la fin de l'année, Georges Larnicole ouvrira 3 autres boutiques à Paris, 2 à Londres et 1 au Brésil.